Donc on a parcouru différents aspects de la problématique de l'ingénieur dans le monde aujourd'hui. Il y a un aspect qui est, peut-être pour commencer par là, l'aspect social et éthique. Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, on peut par exemple travailler pour Total Energy? Est-ce que c'est quelque chose qui se conçoit encore aujourd'hui, Total Energy étant peut-être la quintessence aujourd'hui de quelque chose qui pollue terriblement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore concevoir, Francesco? Oui, alors la question est pertinente. Je pense que la réponse est oui, on peut encore travailler pour Total Energy, sinon il n'existerait plus. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Donc il y a l'attente des étudiants. On le sent et j'ai la chance, on en reparlera peut-être, de co-encadrer avec Myriam Banaï, Delphine Ducarme et Jean-Pierre Rasquin un cours transversal pour tous les masters. Où on parle beaucoup avec eux et on voit qu'ils sont en quête de sens. Ils veulent, et je reprends les mots de Sandra Soares, ils veulent contribuer à la solution, pas au problème. Et c'est vrai que Total Energy, comme tu le disais, incarne le problème. Mais en attendant, ils fournissent un produit que tout le monde veut absolument. Et d'ailleurs, on voit bien quand on bloque des raffineries, on râle par ailleurs à la pompe à essence. On ne voit pas toujours le lien entre les deux, faire fonctionner sa voiture et avoir une raffinerie. Donc je pense que oui, on peut encore travailler, on doit probablement travailler aussi de l'intérieur chez Total Energy, mais je pense que s'ils veulent encore pouvoir engager des ingénieurs, et on voit les grandes démissions un peu partout, et pas seulement des ingénieurs d'ailleurs, je pense qu'ils vont devoir changer de manière de penser, et je pense que ça, ils l'ont compris aussi. D'accord. Pour Aperam n'est pas parangon de la vertu en termes d'émissions de CO2. C'est quand même de la sidérurgie. On a, comme le disait Francesco, on a besoin de la sidérurgie aussi aujourd'hui. Est-ce que, en tant que Chief Sustainability Officer, donc responsable du développement durable dans une entreprise sidérurgie, tu te considères, Carlo, comme une sorte de cheval de Troie qui permet justement le changement à l'intérieur même de ce qu'est une société, une entreprise qui, au départ, pollue? Je crois que je ne suis pas le cheval de Troie, c'est justement la somme des énergies à l'intérieur de l'entreprise qui seront mises pour ces changements. Et mon rôle, c'est de les canaliser et de faire en sorte qu'on ait un plan, une roadmap, etc. Pour revenir sur l'exemple de Total Energy, c'est une question plus large aussi. Est-ce qu'on change les choses de l'extérieur ou de l'intérieur? Est-ce que dès qu'on est dans une entreprise où on a l'impression que ça ne va pas assez vite ou qu'on consomme trop d'énergie et que ça ne bouge pas, est-ce qu'on doit quitter cette entreprise ou est-ce que de l'intérieur, on doit faire en sorte que ça change plus vite? Moi, je suis persuadé que c'était une des questions d'ailleurs des débats qu'on a eus précédemment. Est-ce qu'un jeune ingénieur qui arrive dans une grosse entreprise a le levier suffisant que pour pouvoir changer les choses? Moi, je pense que oui. Et surtout s'ils se mettent à plusieurs, et comme disait Francesco, si on voit bien la grande démission, etc. Aujourd'hui, les employeurs se posent beaucoup de questions sur la rétention, sur les messages qu'il faut donner, et il y a beaucoup de changements qui viennent de la base, pas uniquement des rôles de direction à l'intérieur de l'entreprise. Donc, en tant qu'ingénieur, un jeune ingénieur qui arrive dans une société comme Aperam, par exemple, peut vraiment dire non à un moment donné, dire non, moi, j'ai pas envie de faire ça, parce que pour moi, c'est contraire à mes opinions, à mes idéaux. Mais je crois que c'est pas blanc ou noir. Il y a entre le fait de dire non ou le fait de proposer des choses qui sont des alternatives par rapport à ce qu'on demande de faire. Voilà, il y a tout cet espace-là entre les deux. On peut essayer de dire, voilà, on me demande de faire ceci, moi je propose de faire plutôt comme ça, et il y a des choses qui changent. Et puis c'est effectivement, à un moment donné, on se sent complètement en décalage par rapport à la stratégie de l'entreprise. C'est clair que là, il faut prendre d'autres sortes de décisions, c'est évident. Il y a une phrase qui est un peu en lien avec ça, qui est revenue dans nos débats juste avant. C'était on n'a pas les leviers de la décision, on a des leviers de proposition. Je trouve ça assez fort. Est-ce qu'un ingénieur est formé vraiment pour avoir suffisamment de latitude dans ce qu'il apprend pour pouvoir dire ce que je suis en train de faire là, j'ai envie de le faire autrement parce que justement je suis mes idéaux et je suis ce que j'ai envie de faire dans cette société. Et donc, est-ce que dans la formation même, dans ce que tu fais, toi, d'enseigner aux élèves, est-ce que tu leur inculques cette faculté de pouvoir voir suffisamment large pour pouvoir prendre des décisions qui sont opportunes pour justement le changement climatique et la transition énergétique?
J'ai l'impression que oui. Alors, il n'y a pas un cours, je dirais, où on fait ça, où il y a un examen qui fait ça, mais je pense qu'il y a 3 éléments importants dans la formation de l'ingénieur, entre autres choses. C'est, avoir une vue systémique, embrasser cette complexité. Et vraiment, l'origine du mot complexe, c'est justement comprendre, embrasser quelque chose qui est plus que quelque chose qu'on peut identifier de simple, mais qui est multiple. Donc cette vue systémique. Il y a aussi, finalement, on aiguise très fortement leur sens critique, et on veut absolument qu'ils comprennent et qu'ils analysent exactement le fond des choses. Et en fait, la première, ce que je disais même quand j'étais aux études, c'est que un ingénieur apprend à apprendre et doit se débrouiller pour beaucoup de choses, avec parfois des projets, des instructions qui sont ambiguës, vagues. C'est vraiment le VUCA en plein dans le mille, et où il doit sortir de cette ambiguïté, finalement, une direction qu'il doit suivre pour résoudre son projet. Donc, je ne dis pas que c'est toujours volontaire qu'il y a de l'ambiguïté dans les projets, mais ça fait partie, en tout cas, d'une compétence qu'on veut qu'ils acquièrent. Ce qui ressort des anciens dont je fais partie, c'est qu'il y a beaucoup de technicité dans ce qu'on apprend, et qu'il y a un peu de gras là. On peut en retirer un peu pour justement mettre du sens, davantage de sens dans ce qu'on apprend à l'université. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça, ce sens? Oui, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'on était... c'était hier ou avant-hier, en journée pédagogique pour l'EPL. Et on sent qu'il y a un peu cette tension entre les partisans de la technicité, justement, et je pense que nos ingénieurs sont reconnus pour cette technicité, et par ailleurs cette vue un peu plus transversale. Et j'ai vu qu'il était dans l'auditoire, Hervé Jean-Marc, qui aussi soutient pas mal cet aspect transversal, tout en étant par ailleurs, et je me souviens quand j'étais en mémoire avec lui, j'étais en CPME, je me souviens très bien qu'il me disait « Attention, il nous faut quand même un mémoire technique, hein. Il ne faut pas que ce soit du truc... Et c'est vrai que il faut les deux. C'est de nouveau un peu comme le disait Carlo aussi, c'est ni noir ni blanc, c'est un petit peu un juste mélange, la juste proportion de différents ingrédients. Ça fait penser à mon mémoire à moi, personnellement, où j'avais osé écrire « Il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois ». On m'a fait retirer cette phrase parce que c'est trop littéraire. J'étais assez étonné. Est-ce qu'il y a un cadre dans lequel on a envie d'évoluer, tous, je crois, ici, dans cette salle, ont envie d'évoluer dans un cadre qui soit plus vertueux par rapport à la transition énergétique, par rapport à l'environnement, par rapport à la biodiversité? En tant qu'ingénieur, on est un petit peu à l'intérieur de tout cela, en étant à la fois le problème et la solution. Ça a été un débat qui revenait assez souvent. Est-ce que pour guider en fait tout ça, on en a parlé aussi, ne faudrait-il pas une charte de l'ingénieur, comme il y a une charte du médecin, une charte de l'avocat? Est-ce qu'en ingénieur, il y a moyen de cadrer, en fait, quelque part, notre apport à la société? On pourrait imaginer une charte. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question. C'est sorti lors des débats. Oui, pourquoi pas une charte. Après, on peut le faire au sein des entreprises elles-mêmes, hein. Ça venait notamment dans tout ce qui est compliance, tout ce qui est... je reviens plus sur le terme, la charte, le comportement que chacun doit avoir, donc tout ce qui est compliance, le terme en anglais, par rapport aux valeurs de la société, etc. On peut imaginer ça à une échelle plus haute que les sociétés elles-mêmes pour une profession donnée. Maintenant, c'est clair que l'ingénieur, c'est pas une profession, c'est un diplôme quelque part à un moment donné, et puis parmi ces ingénieurs, tous ont des carrières différentes, passent par des postes qui certainement ne sont pas du tout techniques. Personnellement, j'étais DRH pendant plusieurs années. Donc, est-ce que derrière, c'est une charte par rapport à un métier ou par rapport à un diplôme, par rapport à des études que l'on a suivies? Oui, ce serait peut-être plutôt par rapport au diplôme, j'imagine. Maintenant, concrètement, tu es Chief Sustainability Officer chez Aperam. C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu dois regarder? Quels sont les objectifs que tu te donnes pour arriver à faire d'Aperam quelque chose de plus vert, de plus beau? Alors, très concrète, si c'est possible. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux concrètement nous dire? Voilà, j'arrive le matin, et voilà ce que je dois faire, voilà mon objectif en fin de journée. Alors peut-être avec un peu d'humour, depuis 3-4 mois, c'est
tous les jours comment on va consommer moins d'énergie. Ça s'est limité un peu à ça depuis ces 3-4 derniers mois. Mais sinon, bon, le développement durable, c'est beaucoup plus large que le CO2, l'énergie, l'environnement. Ça couvre aussi tous les aspects sociétaux, sociaux, la collaboration avec les riverains, la collaboration avec les autorités locales, les fondations, enfin toute une série de projets qu'on peut soutenir. Donc c'est très large. Donc on fait des propositions qui émanent, comme je le disais tout à l'heure, souvent d'une série de propositions qui viennent de l'intérieur de l'entreprise, des différents sites dans les différents pays. Et puis on essaie de trouver là-dedans des fils conducteurs en disant, ben voilà, on se dit pour 2025, on doit arriver à ça. Pour 2028, il faut que nos fournisseurs aient montré certaines évolutions positives dans les domaines de l'environnement, du social, des relations sociales, etc. Pour 2035, on doit avoir réduit de 50% notre consommation d'énergie. Et puis, avec tous ces objectifs-là, on construit des plans pour y arriver, évidemment. Et là, on doit regarder comment on finance tout ça, comment ces vœux deviennent des plans réalistes, faisables, et comment on trouve les ressources pour le faire. Aujourd'hui, je parlais de capitaux d'investissement, mais il y a aussi les ressources humaines. On a envie d'avancer plus vite que ce que permettent nos ressources, qu'elles soient internes ou toutes les aides extérieures qu'on peut avoir en termes de bureaux d'études ou de gestionnaires de projets, etc. On est un peu bloqué par ça aujourd'hui au niveau vitesse. D'accord. Francesco, tu entends ce que Carlo vient de dire. Quelque part, tu es l'observateur. Est-ce que tu le crois quand il dit qu'il a envie de faire mieux? Est-ce que tu crois toutes ces sociétés qui disent on a envie d'aller plus loin? Alors c'est un peu provocateur, mais quelque part, qu'est-ce que tu penses de tout ce que Carlo vient de dire? Je vais répondre à ta question, mais je voudrais commencer par autre chose. Par rapport à ce que disait Carlo avec la vitesse, je me souviens d'un dossier qui est vraiment du local, hein, les éoliennes autour de Louvain-la-Neuve. Et en fait, cette notion de vitesse m'a vraiment sauté en plein visage quand on annonçait les dates à laquelle, tu sais, les étapes pour installer des éoliennes. Et je disais, mais s'il faut autant de temps pour mettre des éoliennes de 900 kW, enfin, on ne va jamais y arriver. Je me mettais en tête le budget CO2, budget carbone qui nous restait, et je me dis, mais attends, si on prend encore 3-4 ans avant d'installer quelque chose, mais ça restera quoi après? Et donc cette notion de vitesse, je le sens aussi très fort par rapport à tout ce qui est installation de renouvelables, et globalement, quand on demande à l'industrie, c'est vraiment ça un nœud important. Je le crois, pour répondre à la question, mais je le crois parce qu'on sait aussi que les industries lourdes, d'ailleurs on les invite dans nos cours en toute transparence, hein, on invite aussi AGC, on invite Holcim qui est un producteur de ciment, parce qu'on sait, et d'ailleurs ils l'annoncent publiquement, qu'ils veulent aller au fond des choses. Et en même temps, on les challenge, hein, on en discutait avant de monter sur scène, on les challenge aussi sur des choses dont ils n'ont pas la responsabilité directe mais indirecte, comme on entend souvent les scopes, donc pour expliquer très très rapidement, scope 1 et 2, on a une prise plus ou moins directe, scope 3, c'est vraiment tout ce qui est indirect dans le fonctionnement d'une entreprise. On peut dire comme ça. Hein. Et évidemment, le scope 3, c'est souvent le problème de quelqu'un d'autre, parce que c'est indirect. Et on les challenge justement en leur disant mais le scope 3, c'est pas que le problème de quelqu'un d'autre. Et j'étais content d'entendre que, et c'est pas le seul en fait, je rencontre beaucoup de sociétés pour l'instant qui s'en rendent compte et qui veulent faire quelque chose. Donc oui, je le crois. Et en même temps, on en revient à ce qu'on disait avec les ingénieurs, ils ont le nez bien développé, ils sentent quand il y a du greenwashing, et je pense que ça leur parle plus, ça. D'accord. Donc voilà, bulletin positif pour toi, Carlo. Maintenant, on parle de... Juste peut-être ajouter qu'au niveau de ce qui fait la vitesse du changement, c'est clair qu'on sent depuis, je dirais, 2-3 ans, une accélération d'une pression qui vient des clients. Donc la pression ne vient pas que de l'intérieur et des ingénieurs à l'intérieur de l'entreprise, de ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est clair que la pression du monde financier, parce qu'aujourd'hui, quand un CFO vient vous trouver en panique parce que toutes les questions qu'il a eues en présentant ses résultats, ça n'avait rien à voir avec
2,3% d'EBITDA ou 2,8%, mais quand est-ce que vous êtes zéro carbone? Est-ce que vous avez fait ceci? J'ai entendu dire que vous avez une mine là-bas où il se passe cela. C'est un vrai changement aujourd'hui, c'est moi, un vrai changement ces dernières années. Moi, je le sens. Maintenant, je sens qu'il y a une impulsion. D'ailleurs, quand je m'occupais de développement durable dans une autre entreprise il y a 8-9 ans, on se demandait toujours quand allait arriver ce point d'inflexion. Parce que tant qu'on n'est pas à ce point d'inflexion, on fait des choses gentilles, hein, appelons-le comme ça, on met quelques panneaux photovoltaïques, parce qu'on a envie de bien faire, hein, pas juste pour du greenwashing, on veut bien faire, mais on ne met pas en péril, entre guillemets, l'entreprise en se disant je vais mettre tous mes investissements dans ce domaine-là, sans savoir ce que fait le voisin, sans savoir comment on est protégé vis-à-vis d'une concurrence qui n'a pas toutes ces contraintes. Typiquement, c'était l'exemple tout à l'heure, on peut avoir aujourd'hui des matières premières de la ferraille d'acier inoxydable chargée à Anvers, qui part en Indonésie, se faire fondre là-bas, 4 à 5 fois plus d'émissions de CO2 à la tonne que ce qu'on fait ici en Europe, et qui revient à Anvers moins cher que ce que nous on peut produire. Donc on a besoin aussi d'une certaine forme de protection, donc il faut aussi que ça évolue au niveau du cadre légal. On parle beaucoup de la protection aux frontières, hein, de la taxe carbone, etc. Aujourd'hui, et ça a été évoqué aussi par Francesco, le côté scope 1, scope 2, scope 3, si on regarde aujourd'hui ce qu'une entreprise émet comme CO2 en direct de ses cheminées, appelons-le comme ça, scope 1, plus ce qu'elle émet de manière indirecte en consommant de l'électricité, sans regarder ce qui est émis pour toutes les matières, la production des matières premières qu'elle utilise, on voit qu'une toute petite partie. Dans notre secteur, on estime que le scope 3, donc ce qui est émis en amont de nos activités et partiellement en aval, c'est 3, 4 fois ou 5 fois plus. Et dans certains pays, c'est 10 fois plus que ce qu'ils émettent, que ce qui est émis dans l'usine qui fait la transformation. Donc c'est une question de partenariat aussi. Il y a quelque part, les sociétés doivent se parler entre elles. Maintenant, ce qui est quand même assez nouveau, dans la chaîne de valeur. Avant, on ne parlait que d'approvisionnement et puis de vente aux clients. Maintenant, en fait, on essaie de faire un partenariat qui est un peu plus transversal et qui permet de créer en fait des associations, comme on en voit de plus en plus souvent. Je pense à ArcelorMittal qui a signé avec John Cockerill, Volkswagen récemment signé avec Umicore, toute une co-entreprise, etc. Il y a les entreprises se parlent davantage aujourd'hui. Dans cette optique-là, c'est vraiment concret ça maintenant ? Oui, on peut dire qu'elles ne se sont pas parlé assez pendant des années, et peut-être on a un momentum maintenant où on a plus encore intérêt à le faire. Et on s'en rend compte, parce que personne n'a la capacité de gérer l'ensemble de ces aspects tout seul. Et donc on est nous-mêmes, par exemple, dans des projets en région wallonne, un projet qui s'appelle ECO2, avec AGC, avec John Cockerill, avec Carmeuse, avec Préon, où on met en place des projets de recherche, notamment l'électrification de partie de nos procédés, l'hydrogène, la capture du CO2, qui se fait en collaboration entre plusieurs entreprises, parce qu'aucun n'a la capacité seul de réaliser ce genre de développement. Et ça peut aller jusque, ce qui à mon sens n'est pas encore assez développé aujourd'hui, mais des collaborations. Quelles sont les entreprises qui consomment de l'énergie, celles qui en ont en excédent, et comment est-ce qu'on peut les mettre côte à côte. Régulièrement des conversations, notamment avec la WEX ou d'autres organismes qui parlent avec des investisseurs étrangers. Pourquoi est-ce qu'on va placer parfois une industrie le long d'une autoroute dans un zoning qu'on vient de créer en éliminant 20 hectares de terrain agricole, alors qu'on a peut-être à côté d'une industrie, notamment comme la nôtre, de la place et de l'énergie disponible juste à côté, en collaborant évidemment. Donc il y a aussi cette notion de cluster. Comment est-ce qu'on peut mettre ensemble des activités qui sont complémentaires pour de la fourniture de l'eau, pour la fourniture de certains fluides, de chaleur, à quelle température on a besoin de cette chaleur, et de concevoir des procédés en commun pour qu'on puisse justement utiliser la totalité de l'énergie, ou beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Comme tous ces hangars de données qui consomment énormément, qui chauffent énormément, et on aimerait utiliser éventuellement cette chaleur pour chauffer les gens. Ce sont des choses qu'on entend un peu partout. Est-ce que ces partenariats sont une des clés pour y arriver, Francesco? Est-ce que tu vois là-dedans en fait quelque chose qui est neuf, qui est positif, qui peut fonctionner, une circularité qui s'installe avec tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a connus ces dernières années et qui demande en fait une relocalisation? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment une tendance qui est en train de s'affirmer aujourd'hui? Oui, d'une certaine manière, je pense que le prix élevé de l'énergie est un grand motivateur et un grand moteur pour ce genre de choses. Quand le prix est bas, finalement, quand on a l'abondance, chacun pour soi, et ça c'est très bien. Quand on est un peu en difficulté, c'est un peu l'instinct grégaire. On se dit on va
on va travailler ensemble. Et c'est une bonne chose, finalement, ça va un peu dans le sens de la thermodynamique aussi, hein, c'est d'essayer d'utiliser au mieux cette énergie disponible, la jeter simplement, la gâcher, c'est un petit peu dommage, sachant que ça a une valeur qu'on n'évalue que très mal. Finalement, on ne paye jamais la nature qui a fait le stockage pendant toutes ces années, on paye simplement les personnes qui ont été extraire son travail. Et tu crois que, si je t'entends bien, une fois que les prix vont baisser, une fois que les problèmes d'approvisionnement seront résolus, on repartira comme en 40, petit problème? C'est ma grande inquiétude pour l'instant, oui. En fait, je le vois même, je le perçois un peu dans les discussions. Je n'ai pas un échantillonnage statistique, hein, mais je vois des gens hésiter à faire des travaux d'isolation parce qu'ils se disent oh, c'est en train de redescendre. On nous a dit à la télé que ça allait être divisé par 2. Bon, pas de problème. Et ça m'inquiète parce que ce n'est que l'image de la société en tant que telle. Carlo a un excellent exemple que je laisserai donner après de ce qu'on fait au niveau industriel. Ben oui, en fonction du prix de l'énergie, ça change. Peut-être, je pense que c'est un bon exemple, ce que tu m'avais donné avec les fours. Oui, c'est un exemple dans une usine du groupe. On a 3 gros fours, hein, donc, qui consomment de très grosses quantités d'énergie. Un qui a été conçu juste avant le premier choc pétrolier. Le deuxième en 81, donc là où l'énergie coûtait, je pense en absolu, si on tient compte de l'inflation, plus qu'aujourd'hui, hein, en tout cas pour ce qui est du mazout ou de l'essence pour rouler, et le troisième en 2000. Et en fait, quand on regarde les récupérations énergétiques qui sont mises sur ces fours-là, le premier, aucune, le deuxième, plusieurs, le troisième, aucune. Donc c'est clair que la manière d'investir dans les entreprises, en tout cas dans le domaine de la récupération énergétique, était forcément lié au coût de l'énergie et au forecast, aux prévisions que l'on faisait de ce prix de l'énergie. Aujourd'hui, on se pose d'ailleurs la question, si on fait un investissement pour récupérer une certaine quantité d'énergie, dans notre plan financier, on imagine le gaz dans 3 ans à quel prix? C'est clair que si on prend le prix d'aujourd'hui, ce qu'on appelait des paybacks simplifiés, hein, donc calculer simplement l'investissement divisé par le nombre d'années qu'il faut pour récupérer le montant, il y a eu des périodes où on n'investissait jamais au-delà de 3 ans, 3 ans et demi. Beaucoup de projets énergétiques, avec ces 3 ans, 3 ans et demi, ne passaient pas. Avec les valeurs d'aujourd'hui, les 3 ans ou les 4 ans, ils deviennent 8 mois. Alors c'est quelque chose qui est revenu aussi dans les débats ici, c'est qu'on n'a jamais appris à prévoir 2040, 2050 pour des constructions, pour des projets dans le privé, dans le public évidemment, parce que ça c'est une maladie naturelle, mais dans le privé également, on a du mal à se projeter comme ça à 2040, ou quand tu parles de fous, ils doivent tenir jusqu'au moins jusque-là. Mais je pense que ça dépend des secteurs, et dans le secteur notamment de la sidérurgie, certains ont suivi l'histoire de la sidérurgie, notamment en région wallonne. La question de la survie était parfois passée avant le fait de qu'est-ce qu'on fera dans 4 ou 5 ou dans 10 ans. Et c'est d'ailleurs une des difficultés qu'on a toujours eues dans les échanges que l'on avait avec le monde de l'énergie et le monde de l'industrie, notamment sidérurgique, c'est que dans l'énergie, on raisonne à 10, 15, 20 ans. Et donc pour trouver un dénominateur commun, quand d'un côté on se battait pour une certaine survie et qu'est-ce qu'on sera dans 3-4 ans, et que d'un autre côté dans le domaine énergétique il fallait investir pour 15 ou 20 ans, c'est comme ça qu'on a raté pas mal de fenêtres au fur et à mesure. Et ce n'est pas le seul secteur. Après il y a évidemment aussi la politique très court terme à certains moments, hein, en se disant ne connaissons pas ce qui va se produire dans 4 ou 5 ans, on en fait le minimum. Avant de voir un peu plus clair. Et ça fait chaque fois évidemment retarder l'échéance. Et on voit évidemment au niveau politique à quoi ça nous a mené avec le nucléaire, évidemment. Mais c'est assez impressionnant de ce que vous dites tous les deux, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de parler décroissance. C'est un mot qui est revenu tellement souvent là tout à l'heure. Déjà de quoi on parle, c'est assez compliqué. Croissance verte, une décroissance choisie. Enfin, il y a plein de termes comme ça qui apparaissent ça et là. Est-ce que, Francesco, on est obligé de parler de cela, de sobriété aussi? Enfin, c'est tous des concepts comme ça qui vivent. Comment on peut faire pour finalement y arriver quand même? Oui. Alors, il faut être clair, je pense. Si on parle sobriété, quelqu'un qui dit sobriété dit décroissance. C'est aussi clair que ça. Le couplage énergie, économie, en tout cas de la façon dont je vais y arriver, la façon dont on le définit pour l'instant, est clair. Et on n'a jamais eu de découplage sur le long terme et globalement. Donc, si on dit sobriété, si quelqu'un dit sobriété, il dit décroissance. Maintenant,
c'est pas évident parce que quand tu dis décroissance, en fait, tu parles d'un indicateur, le PIB, qui a été inventé dans les années 30 et dont le propre inventeur a dit quelques années après, mais c'est débile d'utiliser ce truc-là pour qualifier le fonctionnement d'un pays. Et pourtant, on est presque un siècle plus tard, on l'utilise toujours. On se réjouit ou on s'inquiète en fonction de sa fluctuation. Et du coup, parce qu'on n'a pas trouvé mieux, parce que statistiquement, on maîtrise la façon dont on l'utilise, mais la façon dont on évalue mon travail dans un auditoire n'a rien à voir dans le PIB avec quelqu'un qui vend son service pour tondre la pelouse de quelqu'un d'autre. Il y a finalement toutes des choix, toutes des hypothèses qui sont prises, plein de facteurs multiplicateurs. Et j'adore l'incertitude dans mon domaine de recherche. L'incertitude sur ces facteurs est gigantesque. Et pourtant, on accepte, comme ça, que c'est une représentation de notre bien-être. Or, on voit très bien, et depuis des années, qu'on a tassé notre bien-être, notre bonheur, malgré une évolution plus ou moins grande du PIB. Donc, évidemment, pour moi, ça devient tellement évident qu'il faut avoir une décroissance contrôlée, parce que de toute façon, il y en a plein d'autres qui demandent qu'à croître. Je rappelle juste un chiffre, l'Afrique n'a contribué que pour 4% aux émissions de CO2 depuis 1850. Et en gros, on leur demande là maintenant, et je reprends des analyses de l'AFD en France, on leur demande maintenant de garder 90%, enfin énormément de charbon, je pense que plus de 90% de leur charbon sous terre. Donc on leur prive les richesses que nous on a utilisées pour croître, simplement parce que c'est pas bon pour notre climat. Et donc finalement, quand tu dis décroissance, pour moi c'est finalement laisser la place pour les autres, parce que les limites planétaires, elles sont là, on les a complètement explosées, déjà 4 sur 6, sans parler des limites sociales. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre choix. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que Francesco vient de dire, pour une entreprise, en fait? Puisque le but d'une entreprise, c'est de croître. Toutes les entreprises veulent croître. Est-ce qu'il y a des réflexions qui permettent de dire, finalement, on va croître, mais différemment, en intégrant d'autres paramètres, comme ce que, justement, Francesco vient de dire? Oui, croître différemment. Alors évidemment, il y a l'aspect, quand on dit PIB, c'est une somme, comme disait Francesco, on mélange des pommes et des poires, on additionne un tas de choses, et puis dans des secteurs qui sont complètement différents. Après, nous, on a des prévisions de ce que devrait être la croissance de la production d'acier inoxydable dans le monde, puisque c'est notre activité. Après, quelle est notre place à l'intérieur de cette croissance? Donc c'est clair qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, on ne ressent pas, enfin moi je n'ai jamais ressenti, je parle de 3 entreprises, le côté on va diminuer la voilure. On va être plus efficace, on va le faire mieux, et si on le fait mieux et qu'on est plus efficace, si la voilure globale se réduit, on devra moins baisser les voiles, nous, que celui qui est moins efficace. C'est ce qui s'est toujours passé lorsqu'il y a à un moment donné une surcapacité de quelque chose. Okay. Quand on voit la croissance, aujourd'hui, dans le monde de l'acier, 65% de l'acier dans le monde est fabriqué en Chine, qu'il soit inox ou carbone. 65%. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est plus efficace. Si on prend les usines européennes, on est plus efficace en CO2 et plus toutes les autres choses. Je parlais tout à l'heure du social, du sociétal, des salaires, des relations sociales, etc. Est-ce qu'on doit, nous, baisser la voilure? Et après, on en a parlé avec Francesco aussi, et c'est pas moi, c'est les autres. On a un gros débat au sein du secteur des aciers inox, qui est en lien avec ce que disait Francesco aussi, concernant les pays en développement ou émergents, etc. Une des façons de décarboner notre industrie, c'est de travailler beaucoup plus en économie circulaire, donc de recycler énormément la ferraille. On est aujourd'hui, nous, à peu près à 90% de la matière première qui est de la ferraille. Si on discute avec des concurrents asiatiques qui disent « vous êtes bien gentils, mais la ferraille, c'est vous qui l'avez », le cycle de vie de l'acier à peu près c'est 30-35 ans. Donc une ferraille qu'on récupère aujourd'hui, en moyenne, c'est une machine à laver, c'est peut-être 15 ans, si c'est une voiture, c'est 12 ou 13, si c'est un bâtiment, c'est 50, mais c'est quelque chose qui a été produit avant, d'une manière beaucoup plus polluante que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc nos concurrents des pays émergents ou asiatiques ou autres disent « Ok, vous allez vous mettre un magnifique label de recyclage », mais nous, on n'a pas accès à cette ferraille. Et personne ne jette de la ferraille. Donc, c'est le type de débat qu'on a aujourd'hui. À s'organiser. Si on parle de la Chine, par exemple, ils ont suffisamment de voitures. Si je prends les voitures, ouais, ils les auront dans quelques années. Mais en fait, quand vous regardez la Chine, aujourd'hui, produit
10 fois ce qu'elle produisait il y a 30 ans. Donc au mieux, si le cycle de vie moyen c'est 30 ans pour de la ferraille, ils sont en train de récupérer aujourd'hui en moyenne ce qu'ils produisaient il y a 30 ans, 10 fois moins qu'aujourd'hui. Donc par définition, vous ne savez pas faire avec votre propre ferraille. Le recyclage, l'économie circulaire totale n'est possible qu'à croissance zéro. Et je dirais même légère décroissance, parce qu'il y a quand même des pertes dans le cycle. Donc c'est ce genre de débat qu'on a, et c'est les mêmes genres de débats dans les COP, etc. Est-ce que ce sont les pays développés qui doivent faire le plus d'efforts, parce que ce sont finalement eux qui sont le plus responsables de la situation que l'on a aujourd'hui, parce que c'est un effet cumulatif, ce n'est pas la faute à l'instant donné, même si à l'instant donné, c'est clair que la Chine est responsable de beaucoup plus d'émissions que ce qu'on fait. Et donc on a ce même débat au sein des secteurs. Il y a des opt-out qui existent au sein justement des instances internationales pour faire en sorte que les pays, en tout cas les pays africains, ne doivent pas justement faire cet effort-là, au contraire même doivent recevoir de l'argent pour s'adapter, que la Chine a exigé aussi de ne pas faire partie de certaines tranches de ce chemin-là. Donc il existe déjà quand même une divergence d'approche de toute façon qui est acceptée par la communauté internationale. Donc quand je reprends cette question sur la Chine, déjà depuis 30 ans est en train de boomer et de polluer en même temps, ne doit-on pas, et c'est la même question au sein d'une entreprise et dans l'esprit d'un ingénieur par ailleurs, penser à autre chose, à prendre d'autres directions? Je pense aux constructeurs automobiles où la Chine, à un moment donné, en 2014, a dit on fera des voitures électriques et rien d'autre, et on va devenir les champions du monde de l'électricité. Ils sont en train de le devenir maintenant. Donc il y a des opportunités à prendre quelque part. Est-ce que c'est pas ça aussi le rôle que les États, que les entreprises, que les ingénieurs ont à apporter dans leur démarche au quotidien? On parlait de la croissance. Typiquement, une démarche, comme tu viens de décrire, concernant le tout à l'automobile électrique en Chine, c'est bien une démarche de croissance. C'est un changement de cap justement, en ce qui concerne les véhicules, mais c'est toujours dans une optique de croissance. On va devenir les plus gros producteurs de... Donc moi, je parlais tout à l'heure du côté... si c'est quand même le consommateur final, c'est la consommation finale qui fait les besoins en matériaux en remontant la chaîne. Après, on peut discuter de l'influence amont-aval, etc., mais c'est bien la consommation finale. Donc nous, en tant que producteurs d'acier inoxydable, on se met dans une logique où il va y avoir besoin de plus d'acier inoxydable. L'économie de l'hydrogène, c'est énormément d'acier inoxydable. Des échangeurs de chaleur, c'est bourré d'acier inoxydable. Si on veut éliminer une série de matières plastiques et faire du réutilisable, etc., c'est énormément d'acier inoxydable. Donc nos prévisions à nous, l'automobile électrique, c'est plus d'acier inoxydable que que les moteurs thermiques. Donc nous, si on intègre tout ça, y compris avec la transition énergétique et autres, on a le sentiment que notre secteur va être un acteur majeur de cette transition et que donc on ne sera pas dans une logique de diminuer les volumes que l'on fait, en tout cas pendant un certain temps, mais bien de les faire mieux, de les faire de manière beaucoup plus efficace et pas de réduire la voilure. Et je viens sur ce que je disais tout à l'heure, si on réduisait unilatéralement la voilure, la ferraille dont je parlais tout à l'heure, elle est chargée dans des cargos à Anvers et s'il n'y a plus d'industrie en Europe, et elle part ailleurs et elle revient transformée avec un coût environnemental et sociétal bien plus important que si ça se fait avec des entreprises performantes qui sont en Europe. Oui, c'est intéressant ça. Donc, Francesco, ce que Carlo dit, c'est de dire, en résumé, c'est de dire, pour justement la transition énergétique, on a besoin d'acier inoxydable. Et c'est un des secteurs qui est porteur pour vous. On peut aller plus loin, les panneaux solaires, on a besoin de plein de matériaux différents, aller dans des mines qui sont quand même vachement polluantes, etc. Turbines dans les éoliennes, où il y a aussi des composants qui sont hyper polluants au départ. Les voitures électriques, j'en parlais, si jamais on les produit avec du charbon à l'entrée, on pollue également. Donc cette transition énergétique qu'on nous impose aujourd'hui, elle pollue également de facto. Donc est-ce que quelque part on n'est pas en train, comme des hamsters, à tourner dans une roue comme ça et à ne pas pouvoir s'en sortir? Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, parce qu'il y a l'aspect matériaux, l'aspect pollution. Je voudrais découpler les deux. Je vais peut-être commencer avec les matériaux. Je reprends en fait ce que dit le professeur Eric Pirard de l'ULiège. Les matériaux, à croûte terrestre, il y en a plein. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez exploré pour aller les trouver où ils se trouvent. D'ailleurs, je le cite ou presque, on ne sait pas du tout ce qu'il y a 200 mètres sous nos pieds en Belgique.
Et, et donc lui, ce qu'il milite, c'est de dire, mais on a des processus avancés pour pouvoir exploiter ces matériaux sans un effet notable sur l'environnement. Il m'a cité des exemples. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se font très mal pour l'instant. Je ne dis pas que tout est génial, mais lui parle de ce qu'on peut faire. Et il dit, le seul problème, c'est qu'on va avoir un gap entre, et d'ailleurs c'est dans des rapports de l'IEA aussi, on va avoir un gap entre les matériaux qu'on va pouvoir exploiter, qu'on connaît, les mines qu'on va ouvrir, même les nouvelles mines, hein, et ce qu'on va avoir besoin pour cette transition énergétique. Tu en citais quelques exemples. Et le lead time, donc le temps pour ouvrir une nouvelle mine, il me disait c'est environ 10 ans. Donc on va être bloqué par les matériaux. Mais de l'autre côté, tu parlais aussi de la pollution, et là, oui, ce n'est pas que le climat, il y a beaucoup de... Enfin, moi, un problème qui me tracasse énormément, c'est tout ce qui est biodiversité. Je veux dire, là, c'est vraiment une réelle catastrophe. Les mines là-dedans, c'est terrible pour la biodiversité. Mais pas forcément. Donc justement, il y a des excellents mauvais exemples de choses qui sont catastrophiques pour effectivement l'environnement local de la mine. Et puis après, il y a des exemples où ça se passe très bien. C'est des robots qui vont faire l'exploitation, et donc les aspects sociaux est important aussi. On remet après, plus ou moins comme c'était, je ne m'y connais pas, je ne suis pas expert, hein, donc j'imagine on a un certain impact, mais pas non plus de dingue. Mais plus globalement, ce que je me dis, c'est ok, on n'arrête pas d'essayer de croître et de pousser un peu les limites. Et en fait, dans le passé, ça n'a jamais fonctionné. Donc, ce qu'on essaye, c'est de garder une intensité, un peu avec l'image du hamster, comme tu disais, et tout en sachant qu'on va devoir à la fois faire un effort d'autant plus grand pour pouvoir diminuer notre impact. Alors, je ne jette pas la pierre du tout à l'acier inoxydable. Je pense que c'est une vision qui est beaucoup plus globale et systémique. Il faut décider démocratiquement, ça c'est un autre problème, ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à vouloir faire ensemble. Et ça passe aussi par une forme de collaboration avec des pays. Carlo mentionnait l'Indonésie. Ça veut peut-être vouloir dire transférer de l'argent des pays riches vers ces pays qui doivent se développer pour pouvoir justement améliorer leur outil, améliorer leur performance environnementale, mais également sociale. Et au niveau d'un processus, Carlo, je vais peut-être un peu te sortir d'Aperam quelque part et d'avoir une vision un peu plus large, mais quand on a un processus créatif, d'un outil. Alors je pense, par exemple, justement, on pense aux panneaux solaires ou à des éoliens offshore, par exemple. Je disais justement l'éolien offshore, mais tiens, ça crée en fait des écosystèmes très intéressants au pied des poteaux. Donc, et en plus, ça crée des réserves naturelles, puisqu'on ne peut pas les pêcher auprès des éoliennes. Donc voilà, c'est intéressant. Mais quelque part, donc ça veut dire qu'il y a une réflexion d'ensemble, holistique, quand on crée un processus. Est-ce que c'est quelque chose qui, en tant qu'ingénieur et en tant que membre d'une entreprise, c'est quelque chose qui te parle aussi, ça, cette vision holistique des choses, c'est-à-dire qu'on doit vraiment aller du début jusqu'à la fin et de voir dans toute la partie d'amont en aval l'impact que ce processus peut avoir sur l'ensemble de la société et du monde. Mais on est vraiment au cœur de la notion de développement durable et de sustainability. C'est le côté... Tu parlais des éoliennes qui peuvent créer toute une biodiversité, etc. Je reviens du nord de la France il n'y a pas longtemps où il y avait des pêcheurs qui étaient très mécontents et qui s'opposaient à des projets éoliens en mer parce qu'ils estiment que les infrasons, les basses fréquences émises font fuir tous les poissons et ils ont peur d'une catastrophe. Ça met bien le doigt sur le fait qu'on est en recherche permanente d'un équilibre. Le zéro quelque chose, ça n'existe pas. On met une éolienne... on fait du bruit, des riverains ne sont pas contents, on tue un oiseau qui passe. Donc, dans tout ce qu'on fait, on est à la recherche permanente d'un équilibre entre avantages et inconvénients. On parle de biomasse, par exemple. Elle vient d'où cette biomasse ? Est-ce qu'on n'est pas en train de chasser des agriculteurs quelque part ou d'utiliser des terrains agricoles pour faire de la biomasse parce que ça rapporte de l'argent à ce moment-là ? En fait, toute décision que l'on prend, que l'on croit verte à un moment donné, il faut analyser toute la chaîne, évidemment. C'est bien cette vision holistique, et chercher le bon compromis. On n'aura pas quelque chose qui sera parfait sous tous les angles. On aura toujours... je me souviens toujours ça m'avait vraiment marqué, parce que dans une entreprise où j'ai travaillé, on avait fait un champ photovoltaïque
3 MW et demi, donc c'était 10 000 panneaux, 12 000 panneaux, si j'ai bonne mémoire, dans un endroit où on ne les voyait pas, dans un ancien site industriel, enfin dans une prairie qui avait très peu de valeur agricole parce que c'était un terrain très pauvre, c'était le long d'une carrière, entouré d'une haie, et on a eu des opposants. C'est pas possible. Alors, certains ont dit que ça allait gêner les oiseaux migrateurs parce que ça faisait un grand effet miroir. Bon, on a réussi à avoir des scientifiques qui ont démenti cela, mais il y avait aussi le côté, le chantier. C'est bien gentil vos panneaux, mais moi j'habite à la campagne et j'étais bien tranquille. Et il y a des camions qui vont passer dans ma rue et on va faire du bruit. Je dis, bah oui, de 8h à 16h, on va faire du bruit parce qu'on va planter des pieux, mettre des panneaux. C'est juste pour illustrer le fait qu'on n'est jamais dans le zéro nuisance, jamais. Ce qu'on doit essayer de trouver, c'est le juste compromis. Alors ce qui a fortement changé en industrie, je pense, c'est que le côté, on est des industriels, on a des nuisances, et c'est ça, ou pas d'emploi. Hein, je caricature à peine. Maintenant, on a une vision quand même très différente. On se rend bien compte que ce discours-là, il ne peut pas tenir, et qu'on doit bien donc évoluer. Et c'est vrai que des riverains, moi j'ai entendu souvent en région de Charleroi, des riverains qui habitaient le long des usines, on fait plein d'efforts, mais aujourd'hui il y a plein de riverains qui se disent, mais non, moi je ne veux plus ce genre de choses, alors qu'on fait 10 ou 15 fois moins qu'avant. Donc la première réflexion, c'est de dire, tu es venu habiter à côté d'une usine, tu encaisses les nuisances d'une usine. Ça n'est plus suffisant. Donc on sait qu'on doit progresser, et il faudra progresser dans tous les domaines en trouvant le bon compromis justement entre toutes ces composantes. Et des emplois, c'est du social. Et de l'économique, quand on dit toujours ce fameux trépied économique, environnemental et social, comment trouver le bon équilibre? Parce que si on ne fait pas de bénéfices, on a du mal à faire du bien sur le plan social et environnemental. C'est aussi ça qui fait qu'on dégage des moyens. Donc on doit trouver ce bon équilibre. Oui, tout à fait. Et on peut revenir à la formation quelque part, parce que prenons l'exemple de Carlo, ou même l'exemple de la simple éolienne offshore, Francesco. Il faut connaître, si jamais on veut penser un projet comme celui-là, il faut connaître donc les fonds marins, il faut connaître la technologie thermodynamique, etc., pour que ce soit bien orienté, évidemment. Il faut connaître le droit des pêcheurs. Il faut connaître tellement de choses pour être sûr qu'on ait vraiment la nuisance, comme tu disais, Carlo, les nuisances, les minimums. Est-ce que l'ingénieur est formé, ou alors est-ce qu'il est formé à écouter, il est formé à parler, il est formé à comprendre tous ces enjeux-là aujourd'hui? C'est marrant que tu dises, est-ce qu'il est formé à écouter? C'est quelque chose qui est revenu souvent, cette écoute de l'ingénieur, qui n'est pas visiblement, de ce que j'entends de nos participants, suffisante. En tout cas, on pousse à écouter, et je pense que quand on fait un cahier des charges, il y a une nécessité d'interagir avec celui qui commande, qui fait la demande. Mais où je me rends compte qu'il y a peut-être une difficulté, c'est que on reste quand même des techniciens, et je me rends compte de plus en plus qu'il y a des limites à ça. Je vais donner 2 exemples. Quand on fait des simulations justement de prédiction de changement du système énergétique, on ne touche pas trop à la demande d'énergie sous toutes ses formes. Hein. Et évidemment, on se dit ça parce qu'on sait que la demande est fortement couplée à l'économie, et que c'est une matière qu'on ne maîtrise pas spécialement. Et heureusement, encore une fois, je le cite, mais mon collègue Hervé Jeanmar regarde ça de manière plus attentive avec un des chercheurs chez nous, Pierre Jacques, où ils veulent coupler justement des modèles plutôt techniques avec des modèles plutôt économiques, parce qu'on sait qu'il y a une limite là. Et donc ça nous demande d'écouter, d'interagir avec d'autres. L'autre exemple, et là c'est vraiment sur l'aspect design, je me rends compte de plus en plus qu'on réfléchit, et j'espère qu'on arrive à les former à ça, à avoir tout le cycle dans la tête. Tu parlais tout à l'heure du design en réfléchissant dans tout le cycle. Alors ça n'interagit pas forcément avec certains aspects, et j'y reviendrai, l'utilisateur, mais on réfléchit à la réparabilité de plus en plus. Je donne toujours l'exemple de ma machine à laver qui est tombée en panne, et je me suis dit, bon, j'ai un ingénieur, quand même pas me laisser avoir par une machine à laver. Donc je l'ai ouverte, ça m'a pris 8 heures de la réparer pour changer simplement les petits charbons sur le moteur. C'était l'enfer, c'était coincé dans le plastique, c'était complètement débile, c'est un design pour pas être réparé en fait.
Et donc là, il y a quand même des avancées positives. Je pense, en France d'ailleurs, il y a un indice maintenant de réparabilité, donc on sait quand on achète si on pourra la réparer. Mais par contre, j'entends par ailleurs, pas plus tard qu'hier, dans une conférence, quelqu'un qui disait « Oui, en fonction, ceux qui ont les moyens, si votre machine à laver consomme un peu trop, ben vous pouvez la changer, prendre une autre. » Oui, mais il faut avoir tout le cycle en tête. Et c'est ça qui est important. Par contre, ce qu'on ne prend pas en compte, je le disais à l'instant, bah parfois on fait la machine parfaite. Je me souviens, c'est Jean-Pierre Raskin qui m'avait dit on fait le design du truc super, sauf qu'on n'a pas du tout pensé à l'utilisateur. Et après, l'utilisateur ne l'utilise pas comme on veut, il a pas, alors on se plaint, il n'a pas eu le mode d'emploi. Ben oui, en fait, il prend le truc et il le manipule comme il le pense, quoi. Oui, tout à fait. Tout ça parce que quand on parle de l'impact que ça peut avoir sur la société, sur le monde de manière générale, on pense évidemment aux politiques. Est-ce que on a souvent l'impression de voir le politique évoluer dans sa bulle, il a d'autres agendas évidemment, mais c'est quand même finalement eux et tout les processus législatifs qui doivent absolument amener une régulation, une vue d'ensemble, faire en sorte que les riverains encore une fois d'une éolienne ou d'un parc de panneaux photovoltaïques, tout ça fait appel aux politiques. Est-ce que les relais sont suffisants entre une entreprise comme Aperam ou une entreprise de manière générale ou un Chief Sustainability Officer avec le monde politique pour qu'il y ait en fait une sorte on avance main dans la main avec le régulateur, le législateur, etc. Est-ce que ça fonctionne, ça? On a régulièrement des contacts, soit au travers du secteur, donc multisecteur au travers de la FEB, etc. Donc le monde politique est demandeur d'avoir les différentes visions, évidemment, pour pouvoir prendre des décisions. Alors à certains moments, évidemment, est-ce que le poids d'un secteur par rapport à un autre ou du citoyen en direct par rapport à l'intérêt global, on connaît un tas de projets qui sont aujourd'hui bloqués alors qu'ils sont d'un intérêt général parce que localement, ben voilà, il y a des oppositions qui sont bien argumentées ou pas, mais on a toujours du mal à voir l'intérêt général et à pouvoir dire non à certains intérêts beaucoup plus locaux pour le bien commun. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des choses. Maintenant, comme je le disais, on a régulièrement des échanges, on explique nos difficultés, on explique, enfin, si ETS a été mis en Europe, si CBAM, donc la taxe carbone aux frontières, etc., c'est quand même qu'il y a un échange entre le monde industriel et le monde politique. Et que... Ils comprennent bien les enjeux, ils comprennent bien la technicité. Est-ce que vous parvenez à expliquer le côté technique? Parce que finalement, c'est quand même des matières pas faciles. Je pense, bon, voilà, ils ont en général des cabinets dans lesquels on retrouve des gens qui ont quand même de l'expertise, donc on arrive à comprendre. Après, c'est aussi une question de compromis chez eux. Hein. Quand on parle aujourd'hui, l'industrie demande de l'aide parce que c'est clair que l'explosion du prix de l'électricité et du gaz fait qu'on est vraiment en difficulté. C'est quand même pas, ce ne sont pas des décisions politiques faciles de dire avec les moyens budgétaires qui sont les miens, c'est-à-dire difficiles après Covid, inondations et autres, je privilégie qui? Je donne des chèques mazout, je fais baisser la facture des entreprises parce que si je ne la fais pas baisser, ben, j'aurai des fermetures, du chômage et ça va me revenir dans d'autres frais. Donc je comprends la difficulté de trouver le juste compromis. Je pense qu'on est écouté et ben voilà, à certains niveaux, il y a une vision correcte et puis il y a des décisions qui sont parfois prises sur du très court terme aussi. Hein. On venait tout à l'heure sur le court terme ou le plus long terme. C'est difficile pour le monde politique de prendre des décisions qui font parfois un peu mal pour le long terme, en privilégiant le long terme par rapport aux échéances électorales, sachant qu'ils ont notamment électorales plus courtes. Oui. Mais on a ce genre d'échange régulièrement. Oui. Okay. J'aimerais me tourner vers le public maintenant. Est-ce qu'il y a une question parmi vous que vous aimeriez poser à nos deux interlocuteurs? J'espère qu'on ne vous a pas endormi. Oui, je m'appelle Noémie, je suis doctorante ici à Lucie Louvain. Ce serait une question plus pour Francesco, plutôt axée sur la formation. Donc on parle beaucoup de vision systémique et de la nécessité d'inclure dans la formation des aspects non techniques qui font appel à d'autres disciplines. Très concrètement,
comment on fait? Est-ce qu'on s'oriente plutôt vers une approche où on essaye d'ajouter des cours, par exemple un cours, enfin, on a le cours de développement durable, mais pour avoir d'autres ouvertures, peut-être un cours de sociologie, ou est-ce qu'on essaye vraiment plutôt d'avoir une approche intégrée dans les cours techniques et d'amener d'une façon ou d'une autre, mais pas juste en saupoudrant, ces aspects de développement durable et de vision systémique dans les cours techniques? Oui, j'adore cette question, Noémie, merci, parce que je pense qu'avant de prêcher ailleurs, il faut aussi pouvoir balayer devant sa porte et faire du greenwashing à l'intérieur d'une université, c'est ce qu'il y a de pire, je crois. Donc, je pense, pour répondre à ta question, qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut pouvoir explorer d'autres choses, en tout cas laisser l'ouverture de faire d'autres choses. Et je donne un exemple, justement, on parlait tout à l'heure, Tom de Deroire qui est moteur pour faire des mémoires transdisciplinaires ou interdisciplinaires. Ça, c'est un élément, c'est une ouverture, je pense que c'est une possibilité. Les étudiants aussi sont libres d'aller chercher des cours dans d'autres facultés. Alors, c'est pas toujours facile ou facilité, mais on pourrait susciter cette envie, et je pense que des cours, comme tu le citais, de développement durable, ouvrent à cet esprit. Et par ailleurs, voilà, il y a plein de chantiers pour l'instant qui se mettent en place. On pourrait nous dire que c'est un peu tard, on le savait déjà d'avant, mais mieux vaut le faire. Et tu es bien placé pour le savoir, il y a aussi des initiatives qui viennent des étudiants et des chercheurs. Il y a un géant transition, si vous ne le connaissez pas encore, il faut les suivre, c'est génial. Et puis, je ne fais pas de la pub pour moi, mais justement pour cette initiative d'étudiants, qui ont lancé l'initiative Carnot, qui est justement l'idée que les étudiants vont, et on les aide, on les pousse en tout cas, vont faire des visites dans les domiciles pour aider à faire des réductions de consommation, des réductions dans le court terme, en plantant une petite graine pour des réductions plus long terme. Mais pour finir avec ça, ma grosse crainte, on en parlait tout à l'heure, c'est que une fois que le prix de l'énergie sera redescendu, potentiellement tout ce qu'on aura suggéré ou conseillé sera peut-être oublié. Donc, indirectement, j'espère que le prix de l'énergie restera cher. Merci Francesco. Une autre question du public, monsieur ? Oui, j'entends qu'on parle du prix de l'énergie et du fait qu'il faudrait qu'il reste plus haut. Qu'est-ce que vous pensez de la taxe carbone dont on a tellement parlé et qui est supposée résoudre ce genre de problème ? Je pense qu'on peut y répondre tous les deux, parce que je ne la vis pas, moi, enfin, très indirectement. Oui, la taxe carbone était probablement une bonne chose, mais en fait, quand Carlo tout à l'heure parlait d'un plan financier, on ne met jamais dans un plan financier, parce qu'on n'a pas de chiffres précis, le service que nous fournit une abeille qui va polliniser, ou le fait qu'on n'ait pas 20 cm d'eau dans une cave. On ne met pas le coût de systèmes qui font le travail pour nous, parce qu'on n'a pas cette valeur, on n'arrive pas à l'internaliser. Il y en a qui ont tenté, ils ont fait des gros rapports Stern, il y a déjà certains temps, je ne sais même plus combien de temps, plus de 15 ans probablement. Et pourtant, on ne l'internalise pas. Donc, ce coût carbone, c'est un marché qui est un petit peu artificiel et qui au premier, je veux dire, il y en a plusieurs qui ont dit arrêtons cette taxe carbone quand le prix de l'énergie augmentait rapidement, parce qu'on sentait que c'était un obstacle à notre développement. Et donc, pour revenir avec le trépied dont parlait Carlo, finalement, un concept que j'aime beaucoup et qui émerge de plus en plus, c'est le concept de soutenabilité forte, où il n'y a pas de compromis entre les différentes sphères ou les différentes parties du trépied. Donc, si on ne veut pas faire de compromis entre l'économie, l'environnement et le social, on réfléchit peut-être un petit peu autrement. Et donc, c'est une manière indirecte de répondre à votre question. Oui, si je peux juste compléter pour donner la vision industrielle, ce que l'on dit au niveau des industries, on n'est pas contre taxe carbone, tous les incitants qui vont nous faire accélérer la transition. Pour parler juste du gaz à effet de serre. Après, on peut parler des autres sujets, notamment la biodiversité. Mais ce qu'il faut, c'est un terrain équitable,
C'est-à-dire qu'on ne subisse pas forcément des concurrences qui ne respectent pas ça. Mais à partir du moment où les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, pour moi, ce sont des bonnes choses. Après, c'est l'applicabilité de ce genre de règles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi la taxe carbone qu'on pense mettre aux frontières, justement pour dire, tiens, finalement, un produit qui rentre sur notre territoire, ben, c'est quoi son empreinte carbone, et donc on le fait payer pour que ce soit équitable par rapport aux entreprises européennes qui, elles, ont payé le carbone via ETS. Comment on mesure? On disait à un moment donné, on mesure sur des produits finis, sur c'est quoi l'empreinte carbone d'une machine à laver. Et donc on se retrouvait, par exemple, avec des lobbies de nos propres concurrents qui disaient, ben, c'est très bien si on soutient l'industrie européenne de l'acier, mais si moi je suis producteur de machines à laver et que je n'arrive pas à avoir le prix de l'acier identique aux producteurs de machines à laver qui se trouvent en Asie, ben, on ne verra plus arriver de l'acier asiatique en Europe, on verra arriver des machines à laver ou des voitures. Et donc, l'applicabilité, c'est très compliqué. Et je reviens sur la difficulté qu'ont les politiques à trouver, ou les techniciens qui sont autour d'eux, parce que au niveau de l'Europe, c'est extrêmement complexe, parce qu'ils doivent tenir compte de contraintes qui sont parfois tout à fait contradictoires, y compris venant du monde industriel. Voilà, vous voulez réagir, monsieur? Je voulais juste, oui, parce que bon, je comprends tout à fait ce que vous dites, et en effet, c'est un problème extrêmement compliqué. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que là, dans les mois qui précèdent et qui suivent, c'est que la taxe carbone existe, mais la taxe va dans les poches de la Russie et des pays du Moyen-Orient. Donc, elle existe. Le problème, ce serait mieux, évidemment, d'avoir une taxe où l'argent peut être redistribué, justement, pour faciliter la transition énergétique. Et donc, c'est un peu ça que je pense, mais je reconnais tout à fait que l'application est difficile. Merci. Une toute dernière question, peut-être, rapidement, dans le public. Non, rien. Ah, monsieur là. Bon, il y a un débat qui est évidemment important aujourd'hui, qui est le prolongement des centrales nucléaires en Belgique. Alors, pour nous qui sommes ingénieurs et commencé des études jeune ingénieur dans les années 70, donc on a connu les dimanches en voiture et tous les grands débats qu'il y avait eu à l'époque. Voilà. Et donc je voulais savoir un petit peu quelle était votre pensée par rapport à la situation actuelle, qui sont forcément soumis à des décisions politiques importantes, mais qui ont un enjeu majeur pour notre petit pays qui est situé au cœur de l'Europe, avec plein d'institutions, pour la Commission européenne, on a l'OTAN, on a les flux financiers extraordinaires avec SWIFT, avec Euroclear, etc. Et donc voilà. J'ai un double avis sur la question. C'est un avis personnel informé, on va dire. Je pense qu'on fait peser un tout petit peu trop de poids sur le nucléaire. Je trouve qu'on parle un peu trop du nucléaire. Enfin, ça ne me dérange pas de parler nucléaire, hein. Mais je trouve qu'on parle beaucoup du nucléaire qui ne représente que, mais déjà en même temps, 10% de notre énergie finale. Même si c'est la moitié, ou c'était la moitié de l'électricité fait 20% de notre consommation finale, et donc ça fait 10%. Donc c'est pas négligeable, je suis pas en train de dire il faut pas en parler, mais j'ai la sensation que, et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on mise un peu tout là-dessus en se disant ben, si on continue les centrales, on est sauvé. En fait, non. On aura répondu à une partie du problème, et donc la deuxième partie, mon avis, c'est évidemment qu'il faut continuer le nucléaire. En tout cas, c'est mon avis personnel, parce que c'est une énergie qui est décarbonée, parce qu'on a du savoir-faire en Belgique, et que c'est une technologie qui est, pour moi, prometteuse. On voit les superbes choses qu'on peut accomplir avec l'énergie nucléaire. Mais en attendant, je respecte aussi la démocratie, et si on décide ensemble d'arrêter, pour différentes raisons, il faut aussi respecter ça. Carlo ? Mais donc pour l'industrie, parce que c'est clair que comme dernière question, ça pouvait être quelque chose de très long, mais pour l'industrie, ce qui est important, c'est qu'on est, de nouveau, c'est toujours le problème de l'équité. Est-ce qu'on a dans notre pays une énergie à un coût concurrentiel par rapport à ce qu'on a ailleurs et qui est disponible ?
Après, derrière, ce sont des décisions de démocratie. Est-ce qu'on prolonge le nucléaire? Est-ce qu'on continue le nucléaire, hein? La France a quand même des projets maintenant de réinstaller des centrales nucléaires. Et je terminerai par ceci. Le nucléaire, il faut bien le regarder pour toutes ses facettes. Aujourd'hui, on le met tout en haut du panier parce qu'on raisonne que CO2. Raisonnons l'ensemble de l'impact, l'ensemble du coût, la dépendance énergétique ou pas par rapport à ça. Et voilà, et la réponse sera peut-être un peu différente que si on ne regarde que l'aspect CO2. L'aspect CO2 à court terme, c'est clair que ça paraît être une solution qui est alléchante. Et puis sur le plus long terme, ben ça, ce sont des débats. Mais de nouveau, voilà, on est vraiment dans du politique dans le bon sens du terme. Ce sont quoi nos choix en tenant compte des avantages et inconvénients des différentes solutions. Mais il y a une branche de l'industrie qui est ultra pro-nucléaire. Et puis souvent, on a ces débats-là au sein du secteur ou avec la FEB. Est-ce que toute l'industrie doit être pro-nucléaire ou est-ce que ce qu'on veut, c'est pas du nucléaire ou pas du nucléaire, mais avoir de l'énergie électrique disponible en quantité suffisante pour décarboner, puisqu'on s'attend à ce que ça monte quand même très fort. Hein. Tous les scénarios qu'on aille vers de l'électrification pure ou de la production d'hydrogène par électrolyse, donc avec des consommations, on sait que notre consommation va augmenter. Et il faut évidemment que si on n'a pas les centrales qu'il faut, quelle que soit l'énergie pour produire cette électricité, ben, on délocalisera l'industrie. Donc c'est ça le vrai problème. Donc encore une fois, une vue holistique d'une problématique, ça c'est clair. Eh bien, merci Francesco, merci Carlo pour ce très très beau débat. Merci à vous, au public, et à bientôt. On peut encore discuter évidemment après.